Bonjour Emmanuel, Bonjour Véronique, comment vas-tu? ça va, et toi? Je te remercie, Prête? ça va bien. Es-tu prête pour cette 61e investigation dont tu ne connais pas le thème? Non, ça va Très être la bien. surprise. Alors, parfait. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, te relaxer. Tu vas détendre tout ton corps de plus en plus profondément. Et tu vas prendre une grande inspiration. Et tu relâches. Voilà. Reprends une grande inspiration. Fais complètement le vide et tu relâches. Et comme à notre habitude, Emmanuel, je vais décompter de 5 à 1. Et à 1, tu seras dans le parfait état hypnotique pour cette investigation. Et je commence avec le 5. Relaxé, détendu. Et comment tu te sens? C'est très doux. Bien. Emmanuel, je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté au mot manuscrit de Voynich ou code illustré Voynich. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu ressens ou ce que tu perçois. Alors, il y a beaucoup de passion dans ce manuscrit, beaucoup... Alors, c'est très diversifié. On dirait que les lettres dansent. Il y a des petits dessins de couleurs. Mhm. C'est c'est en fait comme si j'ouvrais un cahier avec des lignes. Oui. Un cahier un peu secret, un peu doré, si tu veux. Mhm. Et il y a des lettres qui dansent, qui jouent, c'est comme s'il y avait une musique qui faisait danser les lettres. D'accord. Et il y a des petits dessins en couleur aussi, qui volent, qui dansent, et qui se remettent à leur place. Je ne sais pas si ce que c'est ce... Je ne connais pas du tout ce manuscrit, mais bon, pour l'instant, ce que je sens, c'est beaucoup de passion pour écrire ce manuscrit. Il y a aussi d'un côté beaucoup d'amour, beaucoup de joie et des lettres qui dansent. Voilà. Ça, c'est sur la première surface, en fait, hein. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu perçois ou pas? Les couleurs sont douces. Les couleurs sont Il y a douces. quand même du D'accord. rouge, il y a quand même... mais les couleurs sont un peu ocrées et blanches. Il y a la couverture que je sens très rigide, très cuir, hein, Mhm. marron foncé. Oui. Voilà. D'accord. On dirait que ce manuscrit n'a pas été écrit par une seule main. Quatre, ils ont été quatre à l'écrire. Quatre personnes l'ont écrit ou l'ont repris, ou ont repris des phrases, des choses, tu vois? Très bien, Emmanuel. Alors maintenant, tu vas observer une page du manuscrit Voynich par rapport au plan métaphysique.
peux-tu déchiffrer son contenu? Alors, on dirait que les lettres qui dansent s'imbriquent dans des lignes. Il y a des lignes perpendiculaires, des demi-cercles, et que ces lettres s'impliquent dans ces dessins de lignes perpendiculaires. Elles s'impliquent parfaitement. D'accord. Euh, Continue. Il y a quelque chose, c'est lié avec l'astral. J'ai la sensation que c'est lié avec l'astral, un savoir, une connaissance euh, qui vient de l'astral et que ces 4 personnes ont reçu de manière différente, ont reçu au plus profond d'elles-mêmes, au plus profond de leur âme, de manière différente. Et on dirait que ces 4 personnes qui l'ont écrit, ce manuscrit, Oui. qui se cachent sous un seul nom, elles ont apporté des informations complémentaires. Et il y a quelque chose, il y a un lien très puissant avec l'astral. C'est comme un déchiffrage de cartes de l'univers ou de cartes de la Terre. Très bien. Vois-tu autre chose par rapport au contenu? Il y a des liaisons qui se font vraiment par rapport à l'univers et au ciel. On me parle du ciel. D'accord. L'univers est au ciel. Très bien. Astronomie. Aussi d'astronomie? Oui. Hein. Voilà. Sur la page du manuscrit que tu viens de regarder, il y avait quelque chose de particulier qui a attiré ton attention? Une lettre, la lettre qui semble se former comme un B, Oui. qui s'imbrique directement dans cette carte de l'univers, mais qui n'est pas un B et qui ne se Mhm. prononce pas B en fait. Elle se prononce égal. Tu vois, il y a une autre prononciation que le B. Il y a une autre prononciation que le B. Alors, nous allons continuer dans ce protocole. Et Emmanuel, maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et toi, tout en restant en état d'hypnose, tu vas ouvrir les yeux pour 3 secondes à mon 3. Voilà. Donc, à mon 3, tu ouvres tes yeux. Tu es prête? Mhm. Alors, on y va. 1, 2, 3. Tu fixes l'image, regarde l'image. 2, 3. Tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration et tu vas encore plus profondément à l'intérieur de toi. Voilà. Es-tu connecté à l'image? Je suis connectée à l'image, c'est très profond. On me parle d'une spirale, une spirale dorée. Il y a beaucoup de secrets dedans. C'est tout un système de secrets, de montage de secrets, en fait, qui avait beaucoup, beaucoup d'importance en ce temps-là. C'est quoi ce temps-là? On me parle du Moyen Âge. Moyen Âge. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, ce manuscrit, mais on me parle du Moyen Âge. Un D'accord. petit peu, aussi un petit peu, Léonard de Vinci l'a vu, il y a eu un lien avec Léonard de Vinci. Peut-être qu'il l'a juste lu, juste vu, tu vois, Mhm. D'accord. euh, ou qu'il l'a examiné, qu'il Mhm. en a fait une curiosité, mais c'était des secrets inconnus en ce temps-là, qui
qui deviennent des mémoires friables en fait. Alors quand tu parles de mémoire friable, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que ce sont des secrets qui étaient existants en ce temps-là parce qu'ils avaient leur importance, Mhm. mais qui n'ont plus du tout la même importance maintenant. Pourquoi? Est-ce que c'est différent entre l'époque du Moyen Âge, comme tu viens de me le dire, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des voiles qui se sont levés et on Mhm. n'a plus besoin de ce genre d'expérience. Il y Oui. a des éléments qui restent extrêmement utiles, hein, attention, hein. Alors tu vas isoler un élément, l'élément qui te vient en premier. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je reste sur l'image de Mhm. de l'ouragan là qui part comme ça là. Oui, Qui n'est pas un ouragan hein, pour ce manuscrit obligatoirement, oui. mais je le lis à nos ouragans que nous vivons là actuellement, Mhm. et je le lis à des ouragans sur la Terre en fait. C'est comme s'il y avait une lecture un petit. Alors, ce manuscrit n'exprime pas en fait, ne donne pas toutes les clés. Mhm. Mais si on l'examine, il y a plein de clés qui sont liées à maintenant et à différentes périodes, en fait, Mhm. D'accord, que les humains ont traversées, que l'histoire des humains a traversées, d'accord. euh, et, et qui, et qui peuvent se connecter à des événements actuels. Quel genre d'élément? Ben, notamment ce dessin-là de la coupe, là, euh, alors, on parle aussi bien d'un ouragan, d'une cocotte minute qui va exploser. Oui, Tu vois, on parle de beaucoup de choses. On parle de choses de vérités qui vont sortir. Tu y tenais à peine, en fait. Ce couvercle est friable. Il est friable avec le temps et avec les yeux des humains. Alors, on parle d'yeux des humains qui voient plus loin, dans la sagesse et dans l'amour. Dieu des humains. On me parle des yeux des humains qui voient Ah, plus des loin, yeux des humains, d'accord. Ok. qui voient plus loin dans la sagesse et dans l'amour. Il y a une clé en fait dans ce dessin. Il y a une clé cachée. Une clé cachée, d'accord. Voilà, qui ne se voit pas à l'œil nu, Mhm. mais qui est accessible à l'humain, qui cherchera avec un cœur sain. Ok. Alors, au moment où tu t'es connecté à l'image, as-tu eu un ressenti particulier? Non, pas spécialement. Et qu'as-tu visualisé en tout premier? Ce dessin. Ce dessin. Donc, pour toi, hein, tu me l'as signifié comme un ouragan, hein, c'est ce que tu as, c'est ça? Oui, oui. Bien. Quelque chose qui va se lever dans le temps. Quelque chose Après, qui j'ai va se lever dans. visualisé les sortes de lunettes. Voilà ce que ma mémoire a retenu, les lunettes vertes. Et les Ok, lunettes vertes, on me dit, c'est passé. bien. Emmanuel. Quand a été élaboré le manuscrit? Qu'est-ce que tu perçois ou vois par rapport à ça? Alors, l'idée du manuscrit est extrêmement ancienne, hein. Elle date je ne sais pas si c'est avant Jésus-Christ ou après, mais tu vois, c'est très peu de temps avant ou très peu de temps après. Cette D'accord. idée est très ancienne. C'est une idée en fait qui s'est transmise par les mémoires, des mémoires, des mémoires de gens lumineux enfin lumineux, qui voulaient transmettre des secrets, qui voulaient
donner des secrets, lever des secrets pour une communauté, en fait. Alors, quand tu me parles de communauté, tu penses à quoi? Tu visualises quoi? Alors, cette communauté, elle a pris forme. Donc, vraiment, une communauté d'hommes, mais pas qu'une communauté d'hommes. Elle a pris forme vraiment, et ben là maintenant j'ai l'information, un petit peu avant Jésus-Christ, avant les événements de la naissance de Jésus-Christ. C'est une communauté extraterrestre, hein. Je sens qu'il y a d'autres êtres que des humains. Qui ont élaboré ce livre, hein. C'est bien Alors, cela dont il s'agit. c'est un livre qui s'est élaboré sur plusieurs siècles. Hein, il y a une alliance sur plusieurs siècles. Et vraiment, ce livre a été posé à cette période du Moyen Âge, mais vraiment posé pour les humains. Mais c'était pas un livre spécialement dédié aux humains. Alors, s'il n'était pas dédié aux humains, Pas qu'aux il était humains. dédié à qui? Donc, voilà. À qui d'autre? Alors, Il y a une autre communauté. Ah, Elohim, et enfin, il y a une communauté de lumière derrière, extraterrestre, derrière ce savoir, et qui a apporté ce savoir sur Terre. donc, à la question qui l'a créé, Ah que là, me répondrais-tu? il y a vraiment un lien avec l'existence au tout départ de Jésus-Christ, hein, en fait, hein, à l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Alors qu'il a créé, il a vraiment été créé, posé, dévoilé aux yeux des humains au Moyen Âge, mais il a pris forme donc à cette période-là. Alors, derrière cette question qu'il a créée, est-ce que c'est quelqu'un, un individu en particulier, ou est-ce que c'est plusieurs personnes, comme tu me l'as précédemment dit? Plusieurs personnes. Plusieurs Ça a personnes. toujours été une alliance communautaire, Une communautaire alliance. stellaire. Ah, une alliance communautaire et stellaire. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ça? Ou pas? Non, 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 non. Ok. Il y a vraiment, il y a une union de cette alliance pour, euh, pour faire parvenir la lumière sur la terre, on dirait. Pour poser une image de la lumière sur la terre. D'accord. Une représentation. Ok. Où a été rédigé ce manuscrit? Qu'est-ce que tu vois ou perçois? Alors, est-ce qu'il faut donner un nom sur la terre ou Ce qu'il te vient, spontanément, où a l'étoile? été rédigé ce manuscrit? Pardon? Là où l'étoile est née. Là où On me parle. l'étoile était. Oui. Ouais. Donc, quand tu me parles d'étoile, son origine ne serait pas terrestre? Viendrait d'ailleurs? C'est ce que je dois en comprendre ou pas? Là où l'étoile s'est posée sur terre. D'accord. Donc, c'est un lieu terrestre. Il a été écrit sur Terre. C'est ça? Oui. Bien. Tu veux me rajouter quelque chose d'autre par rapport à Non. ça? Ok, très bien. Donc, a-t-il été commissionné par quelqu'un de particulier? Alors, il a été demandé par des humains qui avaient acquis la sagesse. On ne parle pas de nom, mais je n'ai pas de nom à te donner. Alors, quand tu me parles de sagesse, des humains,
donc justement, des êtres qui avaient cette capacité de lire, des êtres qui étaient riches ou qui avaient du pouvoir. Essaye de m'en dire plus. Non, on parle d'êtres simples, hein, au cœur pur. Des êtres simples au cœur pur. Bien. Croyaient en autre chose et qui Mhm. voulaient que la Terre soit lumineuse, plus lumineuse. Ok. Donc le but, en fait, de ce livre, et c'est la prochaine question, pourquoi a-t-il été commissionné? Pour apporter une représentation de la lumière sur la Terre. Il y a autre chose que tu perçois par rapport au pourquoi il a été commissionné? Non, non, en fait, c'est un peu comme s'il était arrivé en... Je vois des réseaux parallèles avec Jésus, l'arrivée de Jésus, tu vois. C'est comme s'il y avait un réseau là, avec la notion de ce livre, si tu veux, et l'arrivée de Jésus avec un autre réseau là, tu vois, en parallèle. Comme si Jésus avait été envoyé, tu vois, au niveau Mhm. stellaire, et qui D'accord. avait ce manuscrit dans un cylindre stellaire entre ciel et terre, et qu'il y en a d'autres aussi, hein, Il y a tout autour d'autres de quoi? Jésus. Il y a d'autres quoi? Tu me parles d'autres livres? D'autres labyrinthes D'autres labyrinthes. Ok, qui relient le ciel à la terre, autour de Jésus, autour de cette arrivée de Jésus. d'accord. Très bien. Alors maintenant, une autre question. Dans quelle langue a-t-il été rédigé? Regarde ce que tu perçois ou comprends. On me parle d'araméen. Au départ, on me parle d'araméen. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné après. Il y a la langue qui a été transformée, mais on me parle au départ d'araméen. Langue étoile, Une langue étoile, qu'est-ce que c'est? langue stellaire. Une langue stellaire, donc qui est inconnue sur notre dimension terrestre. C'est ça? Mhm. Oui, c'est pour Bon, ça que cette langue a été transformée au fil du temps, au fil eh, des écrits en fait, ok, afin que les humains puissent en avoir une interprétation distincte. d'accord. Quel est l'objectif de sa création, de la création de ce manuscrit? Écoute, apparemment, c'est quand même, pardon, apporter, apporter la lumière sur la Terre, une représentation de la lumière sur la Terre. Mhm. Apparemment, les personnes qui le lisent ou qui l'ont lu ou qui, Oui, il y a quelque chose qui se développe en eux qui est qui est un peu sur des plans dimensionnels supérieurs. Alors pas tout le manuscrit, hein, mais certains mots doivent résonner sur un autre plan dimensionnel. d'accord. Ils portent des fréquences, hein. Et Oui, alors j'en reviens à l'image que j'avais au tout début, à la première page qui est à ces lettres qui dansent, oui, parce qu'en fait, on me parle d'une musique qui fait danser les lettres et il- tout est lié au niveau fréquence. La fréquence, c'est la fréquence de la musique aussi. d'accord. Autre chose? Non, en tout cas, euh, ces fréquences, elles poussent à la joie, à la gaieté. Oui, Donc, je serais surprise qu'on me dise qu'elle pousse à la noirceur, parce que là, tout ce que je vois, c'est du bonheur, de la gaieté, de la légèreté, tu vois. ok.
Donc tu es en train de me dire qu'une personne qui a ce manuscrit entre les mains serait dans un champ fréquentiel de joie et de gaieté. C'est ça que tu es en train de m'expliquer? D'après les pages que je vois, peut-être pas toutes les pages, hein, D'après les attention, pages que tu vois, d'accord? hein, ce que je perçois au niveau des pages, c'est de la fréquence élevée. Avait-il une utilité pratique, ce manuscrit? Et si oui, laquelle? Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui ont trouvé cette utilité pratique, en fait. Mhm. Euh, on en revient à Léonard de Vinci. D'accord. J'aime beaucoup ce Léonard de Vinci. Et ben, je sais pas, c'est comme s'il avait expérimenté des pages, tu vois. Il n'a pas été pratique pour, euh, pour certaines personnes et il a été très pratique pour d'autres, en fait, hein. C'est comme s'il a été pratique pour un nombre déterminé d'humains, tu vois. À telle période, il fallait que tant d'humains. Enfin, il y a une correspondance entre le nombre d'humains, les périodes, tu vois. Oui. Euh, c'est pour ça que, en fait, ce livre a été conçu vraiment au niveau de l'idée, donc au moment de l'arrivée du Christ, en parallèle, et qu'il a pris le jour qu'après, tu vois. Schématiquement, c'est un peu ce que je vois. Ok. Alors, en pratique, est-ce qu'il avait une utilité? Alors, tu viens de m'expliquer que c'était une catégorie de personnes, mais finalement une petite catégorie. Pour cette Mm. petite catégorie de personnes, qu'apportait ce livre? Est-ce Il que les tu a as guidés. l'information? Il les a Il guidés? les a guidés. On parle de Louis XIV. Oui. On parle de Louis XIV qui détenait des secrets grâce à ce livre, qui avait découvert des choses grâce à ce livre, qui avait une lecture. Il avait une sorte de je le vois en train de regarder dans un coffre avec une lecture spéciale pour ce livre. Oui. Euh, il a aidé aussi Léonard de Vinci à certaines choses. Donc oui, il y a eu quand même des gens qui ont su vraiment le percer à jour. Voilà, tu as attiré ma curiosité là, hein, sur ce livre, hein. Très Du bien. coup, quand j'aurai fini la séance, je vais m'y pencher. Tu iras voir ce que c'est. Très bien. Alors, nous allons passer à une autre question, Emmanuel. Pourquoi le manuel de Voynich ne présente pas dans son remplissage des erreurs, des corrections, doutes, des notes ajustées, qui sont pourtant caractéristiques des manuscrits? Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Il devait être brut, il devait être cru, en fait, on me dit. Pourquoi? On me répète qu'il était vraiment Mhm. euh, conçu, pas pour le commun des mortels, pour quelqu'un à l'esprit ouvert, aux humains à l'esprit ouvert. Aux humains à l'esprit ouvert. Très bien. Alors, maintenant, selon des études minutieuses effectuées, les plantes qui y sont représentées n'existent pas en nature, mais elles sont plausibles d'un point de vue botanique. Pourquoi? Si elles existent en nature, elles y sont toutes. Eh ben, alors, à cause des codes de lumière que contiennent ces plantes. C'est-à-dire, Si. Ah, alors, essaye de m'expliquer un petit peu plus les codes de lumière. Qu'est-ce que tu comprends de ça? les codes de lumière ont été créés par les puissances divines et toute la nature porte les codes de lumière en elle. Et ces plantes sont représentatives de ces codes de lumière.
toutes les plantes qui existent encore maintenant sont représentatives de ces codes de lumière. D'accord. Pourquoi ne les voit-on pas dans cette réalité? Parce que les esprits ne sont pas suffisamment ouverts. Tout le monde n'a pas l'esprit ouvert, en fait. Tu es en train de m'expliquer qu'une personne qui a l'esprit ouvert serait en capacité de voir réellement ces plantes dans la réalité terrestre. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, oui, si elle travaille, si elle travaille un peu en sagesse et en amour, elle les verra. Y a-t-il beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont en cette capacité de voir ces plantes sur la Terre? J'en ai aucune idée. À la Mais pourquoi question. pas tout le monde? Mmh. Pourquoi tout Aujourd'hui, le à monde l'heure n'accéderait d'aujourd'hui. pas? Ah ben non, non. À l'heure d'aujourd'hui, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Non, non, c'est parce que bon, les humains n'ont pas suffisamment l'esprit ouvert, mais il y en a plein qui ont l'esprit ouvert maintenant. Mmh mh. Donc, donc pourquoi pas? Je suis sûre que certains les voient et ne le disent pas. Et ils ne le disent pas. Les personnes qui sont humbles de cœur, hein, euh, vraiment, on me remet à l'humilité. Regardez les choses avec amour et humilité. Et, et si l'humain regarde les plantes avec amour et humilité, il aura déjà un nouvel aspect de la nature et qu'il le mènera à la lecture de son langage. Humble de cœur, cœur pur, on me répète. Plus on utilisera plus on travaillera sur l'humilité de son cœur, on me parle des merveilles de la nature, on me parle des pouvoirs hypersensoriels, des plantes, des fleurs, des arbres et des animaux. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Eh bien, obligatoirement, donc j'ai visualisé les plantes, les arbres et les animaux et je vois plein de grands jets, de grands cylindres lumineux qui sortent d'eux en permanence, qui s'éjectent d'eux, tu vois, de leur cœur pur, j'ose dire leur cœur pur. Voilà l'image que je reçois. Très bien. Alors passons à une autre question. Pourquoi les constellations représentées sont-elles visibles uniquement avec des télescopes du XVIIIe siècle? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, tu me parles des constellations représentées dans ce manuscrit. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour avoir la même vision La même vision de quoi? de ces constellations à cette époque. On me reparle de Léonard de Vinci, Oui. qui lui avait travaillé Notre-Dame, euh, Charles Nostradamus. Il y a un lien avec Nostradamus aussi. Il avait aussi travaillé, il avait regardé ce manuscrit et ces étoiles. Il y a quelque chose, il y a un lien avec Nostradamus. Autre chose? Non, 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 je pense que ces constellations ne sont visibles avec un télescope du XVIIIe siècle. C'est parce
Il voulait envoyer cette image-là du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on a perdu Est-ce que les nouveaux télescopes ont perdu des planètes? Impensable. Donc, j'en reste au cœur pur. Très bien. Emmanuel, autre question. Qu'est-ce que signifient les femmes nues représentées avec des attitudes indéfinies et immergées dans des baignoires communicantes et remplies d'un liquide non identifié? Qu'est-ce que tu vois et comprends par rapport à ça? Alors, il y a la naissance des femmes dans ce liquide. Alors, elles sont en train de baigner dans ce liquide non identifié, c'est ça? Alors, je vais te répéter la question. Qu'est-ce que signifient les femmes nues représentées avec des attitudes indéfinies et immergées dans des baignoires communicantes remplies d'un liquide non identifié? En fait, il y a des gravures, il y a des images de cela. Voilà. Ça y est, je vois. Écoute, c'est comme si elle prenait un bain, en fait, pour se régénérer. Oui. Mais le fluide, c'est avant tout l'eau, la Oui. qualité de l'eau, la pureté de l'eau. On me parle aussi de régénérescence par la femme, par le féminin. Des choses. Alors, on en revient à Vénus, le féminin. Voir, prendre, développer son féminin, prendre le féminin pour référence, pour lire ce manuscrit, prendre tous les aspects féminins pour lire ce manuscrit. Maintenant, je passe aux femmes reliées. Oui. En fait, c'est aussi pense au fait que les femmes sont beaucoup plus reliées à tout ce qui est extraterrestre, ciel, perception, féminin sacré, tu vois. Les femmes peuvent se lier entre elles. En tout cas, elles sont en capacité de se lier entre elles pour développer du féminin sacré aussi et le développer sur Terre aussi. Ça peut être beaucoup d'interprétations, hein, ton dessin. Oui. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en comprends? Il y a une référence à Vénus, personnellement, et il y a une référence au féminin sacré, c'est une certitude. Alors, l'eau, ça peut être aussi, on parle aussi des mémoires avalonaises. C'est quoi ces Tu mémoires vois, dont tu alors, me on parles? parle de purification par l'eau, sacralisation des éléments, notamment de l'eau. En tout cas, il est certain, enfin, de ce que je comprends, la compréhension se fait par le féminin D'accord. ou le corps féminin ou la sacralisation du corps féminin, parce que le féminin a la coupe tornade, hein, la coupe porte la coupe en lui, la coupe du Graal, hein, aussi. Alors, le féminin est dans les plantes, vit dans les plantes. Toutes les plantes, les fleurs sont dans le féminin. Elles s'ouvrent comme le féminin. Elles s'ouvrent à l'avenir, au ciel. Elles s'ouvrent à toutes les fréquences, à la perception. Elles s'ouvrent
à tout ce qui est lumineux, hein. Ok. Un petit peu, ça parle aussi de naïade, ton histoire, tu vois, enfin, ce qui a été un petit peu, on pourrait dire dans toute l'histoire un petit peu des humains, hein. Les naïades, ça fait partie de l'histoire des humains, les mémoires avalonaises aussi, tous les rites aussi, on peut parler aussi du rite du baptême aussi, hein, Mhm. qui a une information qui apparemment, on me parle de féminin qui baptisait, tu vois, naïade, abbesse, tu vois, tout est lié au féminin en fait. Très bien. D'autres choses, Emmanuel? Non, Non. je pense que j'ai fait le tour un petit peu M- Bien. de mes Alors, images. une autre question. Malgré les nouvelles technologies, le manuel Voynich n'a pas été aujourd'hui déchiffré. Pourquoi? Alors, il y a des forces qui ne veulent pas, hein, et puis il y a les forces qui se désintéressent. Et puis, mais attention, ça reste secret, ce n'est pas dans l'oubli. Alors, quand tu me parles de forces qui ne veulent pas, dis-moi en plus. De quelle force tu me parles? Il y a des forces sombres qui ne veulent pas, hein. Il y a des forces de ténèbres qui ne veulent pas que la lumière, que les gens lumineux au cœur pur travaillent sur ce manuscrit, ils prennent cette base de manuscrit. Mais cette base de manuscrit, elle est un petit peu inscrite dans toute la nature, je la vois. Et il y a des valeurs qui ont changé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se désintéressent aussi. Mais en fait, ils en reviennent peut-être bien à la même chose, c'est-à-dire ils se nourrissent de la nature. La nature peut être leur référence plutôt qu'être un manuscrit. Qui leur semblent peut-être démodés ou qu'ils n'arrivent pas à lire. Tu vois, voilà, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui reste implanté dans les mémoires de ceux qui le veulent. C'est un peu comme tous les secrets, un petit peu comme les secrets de Templiers, les secrets tu sais, ça reste inscrit dans le cœur de ceux qui le veulent. D'accord. Aucune ténèbre ne pourra jamais effacer ça. Tant qu'on garde un cœur pur, on garde ses croyants, on peut appeler des croyances, une mémoire, tu vois? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, où il y a différents processus, différentes technologies très poussées, dont de l'intelligence artificielle, pourquoi ces intelligences artificielles n'ont pas pu jusqu'ici déchiffrer? Est-ce que ce manuel est protégé? Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose autour? Bah, essaye de voir ce qui oui, est en oui, train de mais se ils le passer. déchiffreront jamais parce que en fait, tous ces automatismes, ils sont pas toute cette robotisation n'est pas la mémoire humaine et ils ne pourront jamais le déchiffrer. Il y a non seulement une mémoire humaine qui est très puissante, très forte par rapport à tout ce qui pourrait être lumineux, mais il y a aussi une mémoire stellaire, universelle, hein, universelle, j'oserais dire, Oui. univers le ciel et ciel univers la terre, Mhm. qui fait qu'ils ne déchiffreront pas, puisque de toute façon, le seul déchiffrage que l'on puisse faire réellement de ce genre d'outils Mhm. manuscrits, c'est le cœur pur et l'humilité. Donc, aucune robotisation ne parviendra Ok. à brouiller les ondes et à parvenir à percer ses secrets. Donc, Alors, la protection, elle se fait d'elle-même.
Alors, admettons un être, un jour, est un cœur pur et soit avec de l'humilité, plein d'humilité. Pourra-t-il être en capacité de compréhension de ce livre, de ce manuscrit? Est-ce Oui, qu'un mais tout, jour, est-ce qu'un jour, en fait, ce secret, parce que ce livre et ce manuscrit est un secret en soi, avec différentes fantasmagories, est-ce que son secret va être dévoilé un jour ou l'autre? mais en fait, son secret est dans la nature. Il est présent, il est là. Il y a beaucoup de personnes au cœur pur qui peuvent l'atteindre. Celui qui a des mauvaises intentions n'a pas le cœur pur, donc il ne pourra Mhm. jamais l'atteindre. Ça en reste là. Donc, il n'y aura pas un élu qui pourra le lire. Ça sera tout un nombre d'humains qui voudra aller vers la plus grande pureté, pourra le lire. Très bien. Autre question. Ce livre, et tu me l'as précédemment dit à plusieurs reprises, a une part importante de composantes sur des illustrations de femmes. Des femmes dans certaines positions, des femmes prenant un bain. Est-ce que tu vois ou perçois dans ce manuscrit que ce livre est finalement essentiellement fait pour les femmes? Qu'est-ce que tu vois et perçois? Alors, en fait, ce livre est vraiment fait pour rétablir l'équilibre des femmes sur la Terre. Ça, pour moi, c'est très clair. L'équilibre n'est pas du tout fait. On en revient à l'heure actuelle même avec le voilage des femmes, avec des systèmes religieux qui veulent rabaisser les éléments féminins, tout ce qui est femme, dans nos communautés. Et cet équilibre n'est encore absolument pas fait encore en 2020. Donc, il est essentiel encore en 2020 de rétablir le féminin, que le féminin reprenne sa place. Ok. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais il est... Bon, bref. Ok. Emmanuel, avant de clore cette session, je voudrais qu'à 3, tu me décrives l'essence de tout ce que tu as perçu dans ce livre. Ce pourquoi il a été créé, pour qui, et ce est le message apporté à l'humanité. Ce qui te vient spontanément. À 3, Emmanuel. 1, 2, 3. Il y a un infini amour. Je vois des cœurs qui sortent. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Beaucoup, beaucoup d'amour. Tendre la main au féminin. Il y a des mains qui se tendent. Des mains de femmes qui se tendent. Vénus est très présente. Vénus prend même la forme d'une grande femme. Beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, de bonheur, de sagesse. Un amour immense. Un message derrière ce livre. Alors un message, j'oserais, alors bon, au-delà de toute croyance, j'oserais parler de la une mère universelle d'amour, tu vois, Mhm. de divin, de puissance divine d'amour, masculin comme féminin, tu vois, message d'amour qui sont passés aussi bien par des hommes, je vois un petit peu un défilé de temps, des messages d'amour qui sont passés aussi bien par des hommes, par des femmes, nous humains, on aurait pu considérer comme mère, père, tu vois, mais à la tête de tout ça, l'amour universel. Et un petit peu comme une balance, tu vois, un équilibre, hein. Et là, je vois une femme qui me sourit. Voilà. Très bien. Emmanuel, je te remercie.
pour ce protocole. Et Merci à toi, c'était très intéressant, Véronique. nous allons revenir. Voilà, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Referme les Voilà, yeux, voilà. déconnecte-toi, reviens tranquillement dans l'espace où nous sommes aujourd'hui. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration. Voilà, ton corps va commencer à devenir léger. Tu vas sentir des fréquences de douceur qui vont permettre à ta vibration de revenir dans le meilleur état pour toi. Prête à continuer cette journée en pleine forme. Et quand tu le souhaites, tu pourras revenir dans l'ici et maintenant. Bien. Prends ton temps. Comment tu te sens? Légère. Oh, il y a, oh là là, c'est assez lumineux, hein. Bien. Ouais. À l'intérieur de toi, dis-moi comment c'est. On dirait que il y a une sorte d'équilibrage qui se met en place entre mes deux pôles, Mhm. droite et gauche, et on dirait qu'il y a une sorte de mariage d'amour, disons. Mhm. C'est, ouais. Est-ce que c'est par rapport à la connexion de ton livre, de ce que tu as aperçu dans le manuscrit? Est-ce qu'il y a quelque chose, un travail C'est toutes qui s'est les images réalisé? qui se sont projetées de ce livre. Il y a eu beaucoup de belles images de la nature, beaucoup de notes de musique qui dansaient. Ça a été de très belles choses. Et alors, je me suis aperçue que c'était pas toujours capté que par les femmes. Voilà, il y a des grands hommes, enfin des hommes qui ont marqué les mémoires de l'humanité, qui ont fait quand même des gros travaux et qui sont sortis des hommes que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est bien. C'est bien. Emmanuel, je te Donc, remercie. masculin, féminin et équilibrage, quoi. Parfait. Je te remercie pour cette 61e investigation. Merci de ta participation. Je te dis à Merci à très toi. bientôt pour une prochaine investigation. Au revoir à tous. Au revoir Au Emmanuel. revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni
da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.